Les Lansquenets étaient l'une des troupes de mercenaires les plus célèbres, les plus efficaces et les plus recherchées d'Europe, mais aussi des pillards impitoyables et des escrocs sans scrupules. Armés de longues piques redoutables et de puissantes armes à deux mains, ils étaient admirés par leurs alliés et craints par leurs ennemis. Mais comment ont-ils acquis cette réputation? Cette vidéo présente l'histoire des Lansquenets telle qu'elle est présentée par la recherche historique actuelle. En 1465, Charles le Téméraire est devenu duc de Bourgogne. Il poursuivait des objectifs ambitieux. Il voulait faire de la Bourgogne un royaume et élargir les frontières de son royaume. Certains disent même qu'il aspirait à devenir empereur du Saint-Empire romain germanique. Ses efforts pour étendre son royaume ont finalement abouti aux guerres de Bourgogne entre 1474 et 1477. Dans ce conflit, la puissance écrasante de la Bourgogne a été vaincue par la petite confédération et ses alliés lors des batailles de Granson, Morat et enfin Nancy. Près de Nancy, pendant le froid hiver de 1477, des troupes lorrains et des mercenaires confédérés ont attaqué une position bourguignonne bien fortifiée. Ils ont réussi à contourner la position bourguignonne sous la protection de la neige et du brouillard et l'ont attaqué par la surprise par les deux flancs. L'armée bourguignonne a rapidement été dispersée et de nombreux fouillards se sont noyés dans les eaux glacées de la rivière voisine. Charles le Téméraire est mort des blessures qu'il avait reçues pendant la bataille. L'issue surprenante de ces trois batailles a non seulement marqué l'avènement des Confédérés en tant que puissance militaire et l'un des principaux exportateurs de mercenaires en Europe, mais a également attiré beaucoup d'attention sur la tactique des Confédérés, notamment sur le Gewalthaufen, comme on appelait le carré suisse, ce qui veut dire en allemand soit amas de violence ou groupe de force. C'est une formation profondément échelonnée de piques et d'autres armes à perche. Parmi ceux qui étaient impressionnés par le succès des Suisses, il y avait Maximilien Ier, le fils de Frédéric III, qui vivait entre 1452 et 1493, qui était empereur du Saint-Empire romain germanique. Quelques mois après la mort de Charles le Téméraire, Maximilien a épousé Marie de Bourgogne, la fille unique de Charles, de sorte qu'il a hérité de l'Empire bourguignon et de ses richesses. Pour défendre ce nouveau territoire contre le roi Louis XI de France, qui était également intéressé par la Bourgogne, Maximilien avait besoin d'une armée qui fonctionne bien. Il ne pouvait compter ni sur les convocations de l'Empire, ni sur le soutien de son père Frédéric, car celui-ci défendait la frontière orientale de l'Empire contre les Hongrois, avec une grande partie des troupes de l'Empire. En plus, il était préoccupé par l'expansion de l'Empire ottoman. Maximilien a commencé donc à lever une grande armée composée principalement de cavalerie, de fantassins flamands et brabançons et de mercenaires. Grâce aux richesses bourguignonnes nouvellement acquises, il a pu financer cette armée sans problème. Lors de la bataille de Guingat, en 1479, ces troupes nouvellement formées ont utilisé pour la première fois des fourriers comme ceux des anciens confédérés et ont réussi finalement à vaincre l'armée française. Dans un geste symboliquement très significatif, Maximilien est descendu de son cheval et a rejoigné les rangs des fantassins ordinaires. Après la bataille, l'armée de Maximilien s'est dissoute et il s'est rendu compte qu'il avait besoin d'une armée structurée et durable pour défendre ses biens et le droit de sa famille à régner. Il s'est empressé de mettre sur pied une telle force et, l'année de son couronnement en tant que roi romain-allemand, en 1486, il avait constitué deux armées de 3000 à 4000 mercenaires chacune. La même année, ces mercenaires ont été désignés pour la première fois par le terme de Lansquenet dans les Eidgenössische Abschieden.
une sorte de procès-verbal de la Diète fédérale. La qualité des troupes rapidement constituées variait fortement. Pour y remédier, Maximilien a engagé des instructeurs confédérés. À partir de 1490, les Lansquenets ont prêté un serment de fidélité à Maximilien, qui voulait en faire le peuple officiel du pied de l'Empire, mais n'y est jamais parvenu. Au fil du temps, les Lansquenets ont servi différents seigneurs européens, dont ceux de France, d'Espagne et d'Angleterre. Le terme Lansquenet se référait en premier lieu aux mercenaires recrutés dans le sud de l'Allemagne et les distinguait des mercenaires de l'ancienne Confédération. Il s'est toutefois rapidement imposé pour désigner les fantassins au service des mercenaires. Les anciennes recherches associaient l'élément verbal lance aux lances des soldats, tandis que les Italiens contemporains, comme Matthias Rock, estiment qu'il se référait plutôt à ces soldats qui étaient recrutés dans le pays, puisque Land veut dire pays en allemand. Le pays auquel ce nom ferait référence serait les pays du Saint-Empire romain germanique. L'élément verbal Knecht, serviteur, fait probablement référence à l'obligation du mercenaire envers l'Empire et l'empereur. L'origine étymologique du mot est cependant encore discutée aujourd'hui. À la fin du XVIe et au XVIIe siècle, le terme lansquenet a été progressivement remplacé par d'autres termes, tels que soldats et gens de guerre, pour finalement disparaître complètement. L'apparition des lansquenets a remis en question le monopole du marché des mercenaires suisses, les Reisläufer, ce qui a entraîné d'intenses rivalités. Cette tension s'est radicalement aggravée lors de la guerre de Souabe en 1499. Dans ce conflit, la vieille confédération s'est battue contre une alliance entre Maximilien Ier et la confédération de Souabe pour le contrôle de la région frontalière entre les Habsbourg et la confédération. Les unités de lansquenets, nouvellement formées, ont subi des défaites humiliantes contre les mercenaires suisses. Elles ont perdu la plupart des nombreux affrontements, à l'exception de quelques escarmouches mineures. Cela a conduit à une haine prononcée entre les lansquenets et les Reisläufer, ou les mercenaires suisses. D'une part, cela se traduisait par des surnoms insultants et plutôt amusants, comme Sauschwab, c'est-à-dire Souabe de cochon, ou Kuhschweizer, ou en français Suisse de vache, une désignation étrangère insultante qui est devenue plus tard une autodésignation et a donné son nom aux Suisses. D'autre part, les rencontres entre les deux se sont soldées par des combats sanglants et sans merci. Les deux camps ne faisaient pas de prisonniers. Ceux qui tombaient aux mains de l'adversaire ou qui étaient blessés étaient impitoyablement massacrés. Après les guerres de Souabe, Maximilien a recommencé à recruter, car il s'était avéré que ces lansquenets étaient inférieurs aux mercenaires suisses. Il a confié le recrutement à Georg von Frundsberg, un vétéran expérimenté dont la devise était « Beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur ». Frundsberg a plus tard été surnommé le père des lansquenets, et il est considéré comme l'un des plus importants tacticiens et entrepreneurs militaires du XVIe siècle. Il a mis sur pied de nouveaux régiments de lansquenets et les a formés sur la base de son expérience. Frundsberg s'est inspiré de la tactique suisse et l'a encore affinée. Contrairement aux formations suisses, il a augmenté le nombre de tireurs dans les lansquenets après la bataille de Picoccia en 1522. L'historien Reinhard Baumann, un expert reconnu sur le thème des lansquenets, constate « Frundsberg a manifestement reconnu les signes du temps. L'avenir appartenait aux armes à feu. » Il est possible que Frundsberg l'ait appris des Espagnols lors de la bataille de Cerignola en 1502, où quelques centaines de tireurs espagnols ont mis en pièces les mercenaires suisses en un rien de temps.
C'est ainsi que les Lansquenets ont remporté des victoires décisives dans la suite des guerres d'Italie. Par exemple dans les célèbres batailles de Marignano en 1515, de Bicocca en 1522 et de Pavie en 1525. À Bicocca, Frundsberg était lui-même présent et s'est retrouvé coincé avec les Espagnols qui ont à leur tour tiré sur les Suisses attaquants, leur infligeant des dommages considérables. Les hommes de Frundsberg se sont ensuite battus au corps à corps avec ceux qui restaient de l'armée suisse. Au fur et à mesure de leur succès, les Lansquenets ont pris de l'assurance. Ils ont commencé à négocier de manière plus offensive avec leurs maîtres et ont insisté avec assurance sur leurs exigences. Ils étaient conscients du fait que leurs maîtres dépendaient de leur obéissance au combat. Maximilien a eu du mal à satisfaire les exigences croissantes des Lansquenets. Par conséquent, ils avaient tendance à se mettre au service d'autres seigneurs et à obtenir ce qu'ils demandaient par le pillage. Les Lansquenets vivaient dans le luxe un jour et dans la pauvreté le lendemain. Après avoir été libérés de leur service, ils étaient abandonnés à leur sort. Ils n'étaient alors plus considérés comme des vagabonds et parcouraient souvent le pays en pillant et en mendiant sous le nom de Gartknecht. Le cas le plus célèbre dans lequel un maître de service a perdu le contrôle d'une armée de Lansquenets était le Sacco di Roma en 1527, lorsque des Lansquenets ont pillé impitoyablement la ville de Rome. Les Lansquenets n'étaient pas devenus l'armée personnelle de Maximilien, mais l'une des troupes de mercenaires les plus convoitées de l'époque. À leur apogée, la plupart des Lansquenets venaient de Bade, de Bavière, de Franconie, du Tyrol, de Württemberg, de Rhénanie et du nord de l'Allemagne. L'origine d'une région relativement homogène sur le plan culturel et linguistique favorisait la cohésion des unités. Tant le recrutement que la conscription étaient effectués selon le modèle suisse. Une nouvelle troupe ou un nouveau régiment était constitué par l'établissement d'une lettre d'incorporation par un employeur, dans lequel il nommait le colonel du nouveau régiment. La lettre de nomination contenait des articles de guerre, des règlements, des informations sur la taille et la structure de l'unité et sur la solde. Après avoir accepté ce contrat, le commandant se procurait, souvent par le biais d'un prêt, les fonds nécessaires et constituait son état-major d'officiers. Ensuite, certains de ces officiers se rendaient sur les places de marché proches et rassemblaient des recrues potentielles. Tous les hommes qui se présentaient devaient se rassembler à une heure précise et à un endroit précis pour être recrutés. Le recrutement suivait une procédure bien précise. Selon l'historien militaire John Richards, les candidats devaient passer un par un sous un passage de pique ou de hallebarde afin que le colonel du régiment puisse évaluer la condition physique et l'armement de chaque candidat. En règle générale, on s'engageait pour une durée de 3 à 6 mois. Dans les premières années des Lansquenets, tout homme pouvait s'engager dans un régiment. Les hommes plus pauvres, qui n'avaient pas leur propre équipement, pouvaient louer des armes et des armures. Alors qu'au début les chances de carrière étaient équilibrées, les nobles sont devenus bientôt les candidats préférés pour les grades supérieurs. Les hommes qui avaient déjà servi, ceux que l'on appelait des serviteurs bombardés, et les hommes très bien équipés, pouvaient demander une solde plus élevée. Les nouveaux venus mal équipés recevaient moins. La solde standard d'un simple lansquenet s'élevait à 4 florins par mois, soit environ le double de ce que gagnait un tailleur de pierre. Il ne faut cependant pas oublier que chacun devait apporter son propre équipement et tout payer lui-même. Les lansquenets ne recevaient que de l'argent du régiment. Après l'enrôlement, les recrues recevaient leur première solde et étaient rassemblés et informés de leurs droits et devoirs. Ensuite,
ils devaient prêter serment à l'empereur ou au commandant. La hiérarchie d'un régiment de lansquenets a été consignée par Leonhard Fronsberger, un écrivain militaire dans son Kriegsbuch ou livre de guerre. L'officier supérieur était appelé l'obrist, ce qui est l'équivalent d'un colonel. Il était secondé par un lieutenant-colonel et chaque enseigne ou compagnie était commandée par un capitaine. Chaque Fähnlein, comme on appelait les compagnies, était composé de 400 à 500 hommes, dont une centaine de vétérans lourdement armés, appelés mercenaires doubles. Les enseignes elles-mêmes étaient divisées en rotten, ou juste groupes, de 6 à 10 hommes, qui élisaient eux-mêmes chaque mois leur chef, le Rottmeister. Un régiment de lansquenets était organisé selon le principe de la communauté. Cela signifie que le régiment se présentait comme une communauté, tandis que l'obrist représentait les intérêts du seigneur de guerre. La communauté des lansquenets pouvait élire elle-même certaines fonctions, avait un droit de regard sur les décisions importantes et était impliquée dans les procès. La jurisprudence des lansquenets était particulièrement tristement célèbre pour le Spießgericht, ce qui veut dire course à la pique, au cours duquel le condamné devait traverser une allée de ses camarades qui le poignardaient avec leurs piques. Cette peine était réservée aux soldats. Les partisans du train de ravitaillement et du transport, appelés tross, ne pouvaient pas être condamnés à la course à la pique. Le convoi était composé de charrettes, de chariots et de bêtes de somme, de marketeurs, de bouchers, de boulangers et d'aubergistes. Il était nécessaire pour fournir aux hommes de la nourriture, des soins médicaux, des divertissements et bien d'autres choses encore. Alors que la vie de camp pouvait être paisible, l'activité sanglante des lansquenets était la guerre. Combat, une formation de lansquenets, était principalement composée de piquiers, de hallebardiers et de combattants à l'épée. Une arme particulièrement voyante et populaire était la flamberge, une version de l'épée à deux mains dont la lame incurvée évoquait une flamme. Les armes secondaires populaires étaient les épées courtes, souvent appelées Katzbalger, et les dagues. Au fil des années, de plus en plus de combattants à courte distance ont été remplacés par des arquebusiers et des mousquetaires, si bien qu'à la fin du XVIe siècle, il ne restait plus qu'environ 200 piquiers dans un régiment. La formation de combat des lansquenets était un groupe de quartiers semblable au carré suisse. Elle était divisée en avant-garde, force principale et arrière-garde. Lors d'un combat, une petite troupe d'hommes appelée Verlorener Haufen ou bien troupe perdue, qui se battait sous un drapeau rouge sang, se précipitait en avant. La troupe perdue était une troupe composée de criminels, de lansquenets tirés au sort et de volontaires qui avaient pour mission de briser les rangs ennemis. À partir de 1520 environ, cette tâche était surtout assumée par les tireurs opérant de manière relativement relâchée qui essayaient de tirer des brèches dans la formation ennemie afin de donner à l'infanterie une occasion d'attaquer. Contrairement aux troupes suisses, les lansquenets étaient disposés en formation stratifiée, c'est-à-dire que des rangées de piquiers alternaient avec des porteurs d'armes courtes. Les premières rangées étaient généralement composées de mercenaires doubles armés de piques. Au centre de la formation, un porte-drapeau brandissait le drapeau de l'unité et transmettait visuellement les ordres. Il était accompagné par des tambours et des fifres. Avant l'impact, les piques portées verticalement étaient abaissées maillon par maillon. Lors du choc avec l'ennemi, les premiers rangs enfonçaient leurs piques dans la formation adverse. Sous la violence du choc, certaines piques se brisaient ou glissaient entre les mains des hommes. Immédiatement, les deuxième et troisième rangs suivaient et poussaient leurs camarades plus en avant.
Si les lansquenets parvenaient à faire reculer les ennemis et à briser ainsi leur formation, ils poursuivaient l'ennemi et le débordaient. Si le carré menaçait d'être encerclé, les lansquenets formaient un hérisson circulaire également appelé rädchen ou petite roue. Pour ce faire, des tireurs et les porteurs d'armes courtes se retiraient dans la formation, tandis que les piquiers attendaient l'attaque avec leurs armes en appui. L'artillerie était l'arme d'appui la plus importante pour les carrés. Si elle était utilisée au bon moment, elle pouvait briser les rangs ennemis et préparer ainsi l'attaque des fantassins. Les connaissances en matière de balistique et de dispositifs de visée étaient toutefois encore limitées et les pièces lourdes étaient extrêmement encombrantes. Parfois, les lansquenets étaient également utilisés en combinaison avec la cavalerie. Il existait cependant une profonde rivalité entre les deux, et les bagarres de masse n'étaient pas rares. Maximilien Ier et son successeur Charles Quint étaient tous deux confrontés à des problèmes financiers. Souvent, ils ne pouvaient pas payer leurs lansquenets de manière régulière et fiable. La loyauté des lansquenets dépendait fortement de leur paiement et leur discipline était liée au respect des contrats par leur maître. C'est pourquoi les lansquenets ont rapidement commencé à se mettre au service d'autres seigneurs de guerre et entrepreneurs militaires de toute l'Europe. Les empereurs ont certes tenté d'empêcher cela, mais ils ont échoué. C'est ainsi que les lansquenets se sont battus sous de nombreux drapeaux dans toute l'Europe, en Afrique du Nord et même en Amérique du Sud. Au cours du XVIe siècle, les lansquenets ont peu à peu perdu leur position dominante. La meilleure preuve en est que la seule standard de 4 florins est restée pratiquement inchangée pendant un siècle, alors que sa valeur a été massivement réduite par le renchérissement. Alors que les lansquenets n'ont guère changé, l'armement, la tactique et l'organisation des armes européennes ont été constamment réformées, si bien que les lansquenets ont rapidement perdu leur position dominante. Le recrutement de grandes armées de mercenaires s'est toutefois maintenu pendant un certain temps en Europe centrale. Ce n'est qu'après la guerre de 30 ans que les armées de mercenaires, et donc les lansquenets, ont été peu à peu remplacées par des armées permanentes.